Le vice-président de la Guinée équatoriale accuse la France de vouloir déstabiliser son pays. Il déclare « Nous rejetons catégoriquement la politique de harcèlement systématique menée par la République française pour déstabiliser notre pays, comme elle l'a fait avec d'autres pays africains comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entre autres, donc l'AES. L'Afrique en a assez de ces manœuvres. La France s'approprie également nos biens et nos actifs par l'intermédiaire d'organisations comme Transparency. En fait, ce que Paris voit comme promotion des droits humains et de la transparence, Malabo le perçoit comme une ingérence pour affaiblir le régime. La Guinée équatoriale est un ancien allié pétrolier qui défie Paris aujourd'hui. La Guinée équatoriale est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique centrale. Ses réserves de gaz naturel sont aussi convoitées. La Guinée équatoriale a invité la Russie à participer à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays et propose de créer une banque russe dans son pays pour faciliter les échanges et les transactions commerciales entre les deux nations. Si le régime Obiang s'éloigne de Paris en se tournant vers la Chine, qui finance des infrastructures sans condition, ou même vers la Russie, la France perd l'accès privilégié à ses ressources. Au Niger et au Mali, des coups de révolution ont déjà chassé les compagnies françaises. En déstabilisant des leaders africains, Paris pourrait viser à installer des gouvernements plus démocratiques et pro-occidentaux, facilitant des accords commerciaux stables. Il pourrait organiser des coups d'état de maison, de cuisine, de chambre, de salon, de voiture. Prenez le terme que vous voulez, mais la France veut préserver un accès privilégié aux ressources et à l'influence face à des rivaux comme la Chine et la Russie. Donc Sarkozy est en prison, placé dans le quartier des personnes vulnérables avec une cellule individuelle et une surveillance accrue. Je suppose avec une télé, des repas garnis, des gâteaux au chocolat, des desserts chaque soir, un matelas de luxe. Il pourrait même ressortir en décembre pour célébrer Noël car ses avocats ont déjà déposé une demande de remise en liberté. Le monsieur a joué un rôle dans une opération géopolitique trouble. La mort de Kadhafi, l'intervention en Libye en 2011 et ses conséquences chaotiques au Sahel. Il y a eu des morts, des pays déstabilisés, des flux migratoires massifs, une région en vrac. Le coût humain et politique est colossal. Cette incarcération est une illusion de la justice. Il est en détention provisoire, pas en train de purger une peine définitive. Ses avocats des pointures sont déjà en train de tricoter une sortie rapide avec un bracelet électronique à l'appui, peut-être dès décembre. Il a ses chances, vu les débats sur les soi-disant preuves et la partialité supposée de certains juges comme le clament ses soutiens. Et s'il gagne en appel, cette incarcération ne sera qu'une parenthèse humiliante, pas une vraie punition. Et entre nous, est-ce que ça répare la Libye? Ça ramène les morts, la stabilité au Sahel? Est-ce que ça efface le sentiment que les puissants s'en sortent souvent avec une tape sur les doigts? Vous voulez vous réjouir? Faites-le. Mais gardez un œil sur la porte de sortie qu'il risque d'emprunter vite fait. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire ici. Pour avoir manifesté 36 mois de prison, 3 ans. Vous-même là, si on devait vous emprisonner là, je ne sais même pas combien de peine on allait vous donner. Vous violez tout. Le chef de l'État a trahi le peuple. Les institutions aussi là ont trahi le peuple. Donc je veux interpeller les forces de l'ordre. Pour leur dire que là où on est arrivé là, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous n'avez à tuer ni à blesser personne. Rendez au peuple sa liberté. Rétablissez l'état de droit. Parce qu'actuellement, ce dans quoi on est là, c'est pas un état, c'est pas une république. On est sous une dictature. Si dans les marches, dans les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre qui s'en prennent aux manifestants là, c'est vos familles même on va visiter maintenant. Si policiers et militaires continuent de brutaliser les populations, alors ces populations finiront par aller rendre l'appareil chez eux. Puchéry Ballet, c'est une grande combattante ivoirienne qui a déjà passé 8 mois en prison simplement pour avoir appelé à manifester contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, une grande partie des Ivoiriens exigent son départ. Ils ne veulent plus d'élections présidentielles dans un pays où les opposants capables de battre Ouattara ont été écartés. Ils ne veulent ni vote, ni urne, ni résultat. Ils veulent la fin d'un régime qui juge verrouillé et oppressif. Et il faut le dire, la tension est à son comble en Côte d'Ivoire. Au départ, beaucoup minimisaient les signaux d'alerte. Mais désormais, la détermination du peuple est claire. Empêcher à tout prix la tenue de cette élection prévue pour le 25 octobre 2025. Cela fait déjà plusieurs jours que les manifestations s'écoulent à Yamoussoukro, Agboville et d'autres villes. Les arrestations se comptent par centaines. Mais
loin d'intimider, elle galvanise les manifestants. C'est comme si chaque interpellation devient un cri de plus dans la rue. Il n'y a personne qui peut les décourager. Et ironie du sort, les élections n'ont même pas encore commencé. Elles n'ont même pas encore commencé. Côte d'Ivoire, c'était grave. Depuis ce matin à Yamoussoukro, capitale politique et administrative, les affrontements avec la police font rage et face à la détermination de la foule, les forces de l'ordre ont dû battre en retraite dans certaines zones. La ville était paralysée, routes bloquées, circulation impossible dans certains points. La colère populaire gronde et le pays semble au bord d'un véritable bras de fer entre le peuple et les institutions. Environ 700 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations et 26 d'entre elles ont déjà été condamnées à 3 ans de prison pour troubles à l'ordre public. À Agboville, les manifestants ont bloqué les routes. Lors d'une patrouille entre Agboville et Azaguié, un gendarme a été éliminé, son unité étant la cible de tir à la chevrotine. Mais rappelons aussi que lors des précédentes manifestations, un autre homme, un citoyen, avait été éliminé. Des ONG appellent les autorités ivoiriennes à cesser de réprimer ces rassemblements. Les arrestations massives, les condamnations à la prison, des bombes lacrymo, tout montre une répression violente et directe. Les manifestants dénoncent non seulement le rejet des candidatures de l'opposition, mais aussi la perspective d'un 4e mandat pour le président Alassane Ouattara. Ils ne veulent pas qu'une élection présidentielle soit organisée dans le pays. Le président Laurent Gbagbo doit prochainement s'exprimer. Peut-être. Il reste à voir ce qu'il annoncera. Au Cameroun, M. Clément Atangana nous donne rendez-vous dans 3 jours parce que le président sortant Paul Biya sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Si vous avez passé les 2 dernières semaines à rêver, assis dans votre chambre, devant vos téléphones, à croire l'inverse, moi je fais partie de ceux qui sont restés réalistes. Dès le départ, nous avons dit ici que cette élection n'était qu'une formalité. Les résultats étaient déjà pliés depuis le 5 août. Tout ce qui se passe maintenant, mais ce n'est que du folklore. On nous demande de parler, mais de quoi? Pour défendre qui? Les candidats qui avaient encore un minimum de crédibilité ont été écartés. Pour moi, l'élection n'avait plus aucune substance, aucun challenger. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont soit les pions de la France, soit ceux du système. Et ceux qui croient l'inverse n'ont absolument rien compris ou malheureusement se font manipuler par des personnes qui n'ont strictement rien à foutre du changement, mais qui sont là pour servir leurs propres intérêts. Et pendant que vous vous accrochez à vos illusions numériques, le vrai pouvoir continue de tourner en boucle. Les urnes ne décident de rien en Afrique centrale. Elles ne sont qu'un théâtre pour faire semblant. Les vrais enjeux se jouent ailleurs, dans les coulisses, loin des caméras et des lives. En Afrique centrale, on ne vote pas pour choisir, on vote pour confirmer. Et quand vous aurez fini de compter vos likes et vos commentaires, la même réalité brutale restera. Le système avance, il est toujours là, et vous n'êtes que des spectateurs naïfs. Vous avez eu des candidats qui ont parfaitement joué leur rôle, vous manipulez jusqu'au bout. Et dans 3 jours, beaucoup se réveilleront de leur cauchemar profond. Moi, j'avais dit que j'attendais la fin du film, et cette fin est enfin proche. Mais le plus important, ce sera la réaction de ces candidats. Écoutez-les. Sur la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, je pense que c'est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. C'est tout ce que je peux dire. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé, le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre. Mais pourquoi le président Macron est-il si nerveux? Pourquoi a-t-il cette mine triste? Il refuse de voir la réalité en face. Les vraies déclarations, les vraies décisions, celles sur la guerre, la paix ou les frontières ne se prendront pas à Paris, mais entre Washington et Moscou, c'est acté. En plus, sa parole n'a aucun poids. Sa seule force, c'est dans quelques pays africains, sinon ailleurs. Sur la scène internationale, il n'a strictement aucun poids. En Alaska, on ne les a pas invités. Et c'est en Hongrie qu'ils seront invités, mais sont sérieux. Ni Trump ni Poutine n'ont besoin de l'euro pour régler ce conflit. Les Européens ont une fois de plus prouvé au monde qu'ils ne sont que des suiveurs éternels. Concernant l'aide apportée à l'Ukraine, donc l'Ukraine après des années de soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, même si on sait que ce n'est pas leur guerre, n'est toujours pas capable de se défendre seule. Et les Européens, après avoir infligé 18 trains de sanctions, se préparent désormais à en lancer un 19e puis un 20e. Moi je ne sais pas pour vous, mais si ce n'est pas la honte, l'humiliation, c'est quoi au juste?
Il disait ici que l'Ukraine se bat seule contre la Russie. Mais pourquoi envoyer des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende sur 3 ans? Pourquoi Zelensky en est-il réduit à mendier des missiles Tomahawk? Ils en sont même arrivés à un point où l'Europe refuse de dépenser de l'argent de son propre budget et préfère prêter à l'Ukraine pour qu'elle combatte la Russie en comptant sur cette dernière pour rembourser. Mais premièrement, cela suppose une victoire ou un règlement du conflit favorable à l'Ukraine, ce qui reste incertain. Deuxièmement, obtenir des réparations de la Russie nécessiterait un mécanisme international complexe, probablement bloqué par le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU, ou même par un manque de volonté politique internationale. La France, le voleur volé. Vous savez, durant la période coloniale, de nombreux objets culturels, œuvres d'art et artefacts ont été amenés d'Afrique vers la France, souvent dans des contextes de conquête, de pillage ou d'acquisition illégale. Ces objets se trouvent aujourd'hui dans des musées français comme le musée du Quai Branly où environ 70 000 objets d'Afrique subsaharienne sont conservés. Depuis le discours du président Macron en 2017, la France a entamé des démarches de restitution. Ok. Mais on se demande si les objets rendus, par exemple, au Bénin, sont bien ceux pris à l'époque ou s'ils ont été altérés, remplacés ou vidés de leur essence spirituelle après des décennies dans des musées occidentaux. Les musées français, malheureusement, ne fournissent pas toujours de documentation claire sur la provenance ou l'état des objets, ce qui alimente quelque part de doute. Et vous savez, dans de nombreuses cultures et traditions africaines, les objets ne sont pas de simples artefacts matériels. Ils sont des réceptacles d'énergie spirituelle liés à des ancêtres, des divinités ou des rituels. Un masque Dogon, une statue Yoruba ou un totem royal ne fonctionne pleinement que dans son contexte culturel et spirituel originel. En être séparé, parfois profané dans des musées ou des collections privées, peut rompre ce lien. Même restitués, ces objets peuvent être perçus comme vidés de leur puissance si les rituels de réactivation spirituelle ne sont pas effectués ou si la communauté ne les reconnaît plus comme vivants. Le pillage ne s'est pas arrêté à l'indépendance des pays africains. Le système colonial a laissé des traces dans les musées, les marchés de l'art et même les mentalités. Donc, la France ne fait que récolter la note salée des humiliations qu'elle a fait subir aux autres peuples. Oh là là, la France, pendant que leurs dirigeants bombent le torse avec l'OTAN pour contrer la Russie, une bande de ninjas en trottinette braque le Louvre en 4 minutes chrono, comme s'ils tournaient un clip de rap. Le Louvre, ce n'est pas la supérette du coin. C'est le Saint des Saints, 35 000 œuvres, le temple de l'histoire avec un grand H, la vitrine culturelle qu'on vend aux touristes comme le joyau de l'humanité. Et pourtant, bim, un monte-charge, une disqueuse et pouf. Les bijoux de Napoléon prennent la tangente à 2 pas de la préfecture de police. Pas un coup de feu, pas une alarme, rien. Le silence, le vide, le néant. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, dans ce sanctuaire soi-disant hyper suivi, l'un des spots les plus scrutés de la planète, devinez quoi? Pas de caméra extérieure sur cette galerie. Nada. Zéro. On dirait une blague de stagiaire qui a oublié de brancher la prise en partant. Et demain, ces génies du braquage en trottinette iront probablement chipper les tableaux de l'Élysée devant le président Macron pendant qu'il sera en train de poser avec Zelensky pour lui donner de l'argent. Après tout, on dirait que la France a décidé de sécuriser son patrimoine comme on protège une baguette, c'est-à-dire avec amour, mais sans serrure. Mais c'est plus qu'un cambriolage. C'est une gifle, un camouflet, une masterclass d'humiliation nationale. Pendant que l'État joue les stratèges géopolitiques en Afrique, dans l'AES, en Europe de l'Est et en Asie, parade sur la scène mondiale, il fait des discours sur la grandeur, il se fait ridiculiser par une bande de malins armés d'outils de bricolage. Mais quand un pays ne peut même plus protéger ses trésors, son histoire, son âme, qu'est-ce qui lui reste? Eh bah, des discours ronflants et des trottinettes qui filent dans la nuit. Bravo la France. Quel pas. Ce dimanche, Donald Trump refuse désormais de vendre ou de fournir certaines armes cruciales que Zelensky réclame pour l'Ukraine. Il affirme avoir été très généreux, très ouvert, très compréhensif envers Zelensky et son pays, mais il ne peut pas mettre en danger la sécurité des États-Unis en livrant par exemple des missiles Tomahawk que l'Ukraine utiliserait contre la Russie. Selon lui, leur livraison et leur usage provoqueraient une escalade qu'il refuse d'accepter. Il n'a aucune envie de voir les États-Unis et la Russie se battre pour le compte de l'Ukraine ou de l'Europe, car ce n'est pas sa guerre, mais c'est des Européens. Mais il le dit parce que, de toute façon, avec ou sans Trump, les États-Unis soutiennent l'Ukraine depuis des années, des mois, dans ses frappes profondes sur le territoire russe. L'Ukraine, par exemple, sélectionne ses cibles, et Washington fournit ensuite les renseignements, c'est-à-dire la trajectoire des missiles, l'attitude de vol, le timing des attaques. Mais tout ça, c'est eux. Nous le savons.
Des données de renseignement sont partagées en permanence à l'Ukraine. De toute façon, c'est une guerre OTAN États-Unis contre Russie. Et nous sommes arrivés à un stade où les gens comprennent que ni l'Ukraine ni l'Europe ne pèsent dans cette guerre. Ils sont insignifiants. Et le jour où Donald Trump décidera de mettre fin à la récréation des Européens, mais la partie s'arrêtera net. C'est tout à fait logique. De toute façon, continuez d'écouter ceux qui vous racontent que Donald Trump et Poutine vont s'affronter ou que la Russie va perdre la guerre. Pendant ce temps, aucune émission ne parle de Pokrovsk, qui est en train de tomber entre les mains de la Russie. Pourtant, c'est là que tout se joue. Personne ne peut battre les Russes. Là, on nous fait un Alaska 2, c'est-à-dire que de nouveau, Vladimir Poutine va retourner le président américain. Aucune pression sur Vladimir Poutine, qui gagne du temps, qui continue. Hein. On nous a appris là tout à l'heure que Pokrovsk était en train de tomber. Il y a des troupes russes qui commencent à entrer dans le centre-ville. On voit bien aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a dit, l'Ukraine doit reprendre les terres qui ont été prises, aller encore plus loin, etc. Eh bien, il est revenu complètement en arrière. Et on peut se poser la question, mais par où Poutine tient-il Trump? C'est-à-dire qu'on a eu un espoir quand même pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que Trump avait choisi son camp. Absolument. Et que pour cette fois, c'était le bon. Eh bien non. Il se demande, qu'a donc Vladimir Poutine entre les mains pour tenir Donald Trump? Mais Donald Trump n'a plus aucun levier réel sur la Russie. L'Union européenne est à terre. Elle compte sur les États-Unis, sauf que tous les points de pression traditionnels ont échoué, un par un. Il n'existe aucun scénario crédible où l'on peut vaincre la Russie en Ukraine sans déployer des soldats américains sur le terrain. C'est impossible. Il disait que la Russie est faible, mais restons factuels. La Russie possède plus de vecteurs nucléaires que tout l'Occident réuni. Elle détient aujourd'hui le plus vaste arsenal nucléaire du monde, tant sur le plan stratégique que tactique, dévançant nettement les États-Unis. Elle peut anéantir des cibles stratégiques au cœur de l'Europe en moins de 10 minutes. On n'attaque pas ce type de pays. Donald Trump a affirmé que Zelensky pouvait reprendre le Donbass, mais c'était un mensonge. Même les dirigeants européens n'y ont pas cru et ont pris leur distance avec ces déclarations. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le rapport de force sur le terrain ne le permet plus. Et surtout, reprendre le Donbass signifie entrer en guerre ouverte contre la Russie. Sauf que personne n'est prêt pour cela. Ni l'OTAN, ni les Européens. Personne ne peut vaincre la Russie, la première puissance nucléaire mondiale. Et surprise, ils annoncent que Pokrovsk est sur le point de tomber. Pokrovsk est considéré comme l'un des principaux centres de commandement et de logistique ukrainiens dans la région de Donetsk. L'approche de cette zone pourrait ébranler l'ensemble du réseau de défense de Kiev le long de l'axe arrière oriental. Myrhorod est désormais menacé d'encerclement. Mais les médias occidentaux continuent de la propagande. Mais nous le savons tous, ça ne changera jamais la réalité du front. L'Ukraine va capituler. C'est une question de temps. Mali. Quand la France et ses partenaires asphyxiaient le Mali sous prétexte d'aide, bloquant les armes légalement achetées, personne ne parlait. Quand en 2012, le Moujao a pris Gao comme fief principal, Gao, hub économique du Nord, était devenu une prison à ciel ouvert, on ne les entendait pas. Quand, après l'intervention de 2013, des zones entières ont été livrées à des groupes armés, transformées en enclaves où les FAMA n'avaient même plus droit d'entrée, tout le monde s'est tu. Quand l'armée malienne était à genoux, critiquée, humiliée, dépouillée, sans équipement, ni commandement digne de ce nom, aucun cri d'indignation ne s'est élevé. Quand la présence française, censée ramener la paix, a plutôt permis aux terreaux de s'enraciner, de se financer, d'étendre leur influence, le silence a été total. Quand le Mali était plongé sous la terreur, on n'entendait personne. Et malgré tout, le peuple malien n'a pas cédé. Sans médias, sans hashtag, sans ONG, il a résisté. Il a enterré ses morts sans bruit, reconstruit ses maisons brûlées, gardé la tête haute pendant que le monde regardait ailleurs. Ceux qui aujourd'hui osent donner des leçons profitaient du confort sous les anciens régimes. Ils sirotaient des jus dans des cafés climatisés, riaient dans les salons politiques, profitaient des régimes corrompus et méprisaient ces zones rouges dont ils n'ont jamais foulé le sol. Maintenant qu'ils ne sont plus aux affaires, ils ne sont plus au pouvoir, et que les terreaux attaquent le pays, ils critiquent, font la communication pour les terreaux. Mais où étiez-vous quand le Mali saignait? Où étiez-vous quand ils avaient besoin d'une voix, d'un geste ou d'un courage? Aujourd'hui, le Mali tente de se relever, ça vous dérange? Écoutez. Poutine le manipule, enfin il ne l'a pas vu, mais on a constaté que Poutine le manipule. Livrer des Tomahawks dans les conditions actuelles de l'armée américaine était impossible, pour une raison très simple, c'est qu'on parle de Tomahawk sol-sol, donc tiré à partir de la terre,
dans l'armée américaine, c'est en cours de dotation depuis 2024. Il n'y a que 3 batteries, 16 Tomahawk à chaque batterie. On ne voit pas comment, aujourd'hui, l'armée américaine aurait pu se dessaisir de ce matériel militaire. Le Tomahawk n'était pas livrable, c'est une réalité. Donc on a tous marché dans un certain... on était dans un marché dupe, en fait. Donc le résultat, il est là. C'est qu'en fait, on peut se demander même si Zelensky n'a pas été mis en embuscade. Toute la semaine, ceux qui suivent les médias français, notamment la chaîne LCI, ont pu entendre le même refrain. L'Ukraine va bientôt recevoir les missiles Tomahawk capables de changer le cours de la guerre. Ok. Ces chaînes montraient même des cartes de cibles potentielles en Russie, expliquant que Kiev allait infliger de lourdes pertes à Moscou. Et maintenant que Donald Trump refuse finalement de livrer ces missiles, les mêmes médias, par un retournement spectaculaire, prétendent qu'il était de toute façon impossible pour l'Ukraine de les obtenir. Incroyable. Pourtant, quand nous disions cela ici, il y a des semaines, les trolls nous insultaient. Rappelez-vous, quand Donald Trump a fait croire au monde que l'Ukraine devait reprendre ses territoires, qu'il allait lui fournir les moyens de frapper la Russie en profondeur, qu'il était déçu par Poutine et qu'il s'était trompé sur lui, les médias français jubilaient. Ils publiaient des titres du genre « Donald Trump se retourne enfin contre Poutine. Trump a enfin compris la vraie nature de Poutine. » Même le président Macron y est allé de son commentaire, déclarant que Donald Trump s'était réveillé et avait compris que la menace, c'était Poutine. Et aujourd'hui, samedi 18 octobre, ces mêmes médias nous expliquent que Trump est en réalité pro-russe, qu'il a piégé Zelensky et manipulé tout le monde. Mais cela fait plus de 8 mois que j'explique ici que Trump se moque de l'Europe et de l'Ukraine. Trump n'est pas venu pour déclencher une nouvelle guerre, mais pour imposer une paix à sa manière avec des accords discrets entre lui et Poutine. Je le répète, cessez de réagir par émotion quand il s'agit de géopolitique. Les pro-ukrainiens jubilent dès qu'une nouvelle leur semble favorable, montent même des campagnes de propagande, puis finissent toujours par déchanter. Je vous l'ai déjà dit, Zelensky finira par capituler, que vous y croyez ou non, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, mais pour annoncer ce qui va se passer. La capitulation de l'Ukraine est déjà écrite et actée.